Bonjour, voilà, je suis Fantique et je vais vous lire donc le chapitre 44, La pension du Hollandais. En exergue, nous avons Je vous salue Marie, temple de toute la divinité. Donc le chapitre 44. Isco d'Etcheverry reconnut enfin la juste tension musculaire raidir l'arrière de ses cuisses, celle qui indiquait que son pas retrouvait l'amplitude correcte, la mesure parfaite. Le signe tant attendu que son corps réagissait, qu'il n'était pas complètement perdu. Le premier signe depuis son arrivée qui le ramenait à une forme de normalité, à un territoire connu. Les prières secrètes à la Vierge plusieurs fois par jour, les messes quotidiennes, les invocations à la plume de merle bleu, les lectures de sa Bible à peau de chèvre, rien n'y faisait. Cette tension musculaire, en revanche, enfin, après des dizaines de lieues à arpenter la cité, au point de s'attirer parfois des regards étonnés ou suspicieux, voire compatissants. Mais il s'en moquait. Il sourit, seul, relevant le menton. De nouveau, il put se mettre à compter les pas, des foulées qui, il le pensait, devaient le réconcilier avec la réalité, avec son savoir-faire et sa raison d'être. Depuis 3 semaines qu'il s'était fait débarquer à Göteborg, sur la côte ouest de la Suède, Isco d'Etcheverry, cartographe au service de Sa Majesté le roi Louis XIII de la Sainte Église catholique, et plus prosaïquement en mission secrète pour le compte d'un ambitieux, inflexible jeune juge au Parlement de Bordeaux, cherchait une justification pour aller de l'avant, une raison, un objectif, une destination, un cap, une feuille de route, tout, n'importe quoi, un signe. À Göteborg, en ce mois d'août 1642, personne ne l'attendait. L'argent ne lui manquait pas. Un cartographe de sa qualité, formé à la Casa da India à Lisbonne, passé par l'atelier de maître Bureus, architecte suprême du royaume de Suède, loué pour ses cartes du Spitzberg sur le Saint-Joseph, celle de l'Arctique, qu'il emportait dans ses bagages, valait une petite fortune à elle seule, que Nicolas Kovlart, son commanditaire, lui avait déjà en partie payée. Cette autre, de Laponie, qu'il destinait à Jacques de Mons, ne valait pas moins. Mais le décès de Carmelo le déchirait. À 27 ans, Isco d'Etcheverry avait besoin de se perdre. Le Saint-Joseph devait avoir rejoint Saint-Jean-de-Luz maintenant. Isco n'avait pas le courage d'affronter la pauvre mère de Carmelo, encore moins la sienne. Il avait demandé à être débarqué à Göteborg. Pasquale ne lui avait fait aucun reproche. Il connaissait trop l'amitié qu'il liait Isco et Carmelo depuis la plus tendre enfance. Les sentiers de la Rune qu'il parcourait, les yeux fermés, les vagues de Sokoa, bravées poitrine offerte dans un rire frondeur qui bouleversait les jeunes filles, leurs rêves de harponneur. Et puis il y avait ces questions, ces insinuations, des histoires de sorcières. Qu'avait voulu dire Carmelo? Isco n'avait pas osé questionner son père. On accusait les gens de sorcellerie. Toutes les rumeurs étaient bonnes. Il suffisait de se rendre à la veillée une fois. Carmelo délirait sans doute. La perte du souffle voilait son jugement. Pasquale avait accepté de le débarquer sur la promesse qu'Isco rejoigne Stockholm et sa mission. Soulagé sans doute aussi d'échapper aux questions muettes de son fils. Les 2 hommes s'étaient séparés sur le quai du port de Göteborg, se tenant les bras, incapables de mots. Depuis, Isco arpentait les rues perpendiculaires, tracées au cordeau, de la nouvelle porte suédoise sur l'Atlantique, à travers les blocs rectangulaires de maisons qui s'encastraient entre la rive du fleuve Gotha, qui collait à l'ouest, avant de rattraper la mer, et la protection côté terre à l'est et au sud des fortifications en pointe. Le pont vers le nord, 74 pas,
Le quai du canal portuaire rempli de bateaux de toute taille. Direction est, 282 pas. Kirkjogards Granden, 92 pas. Nord, Koopmansgatan, 276 pas. Ouest. Remontez encore, le long de la berge du fleuve, 78 pas. Eringsgatan, 406 pas. Est, longez le canal, plein nord, légère déclinaison, quelques degrés à peine vers le nord-ouest, 452 pas, jusqu'au fleuve et au bastion, pointé vers les assaillants danois le jour où ils s'y risqueraient de nouveau. 1660 pas aller, 3320 retour. Tension musculaire constante. Jusqu'à la Fisketorget, la petite place et la pension où il passait ses journées et ses nuits, à discuter avec le tenancier Ludolf Deguermet. Il préférait ses palabres vides à ses réflexions tourmentées. Deguermet était un Hollandais, arrivé 7 ans plus tôt de Delft. Attiré par les incitations fiscales qu'octroyait la couronne suédoise aux marchands des Provinces-Unies. Il quittait rarement sa pension, de peur, disait-il, de céder de nouveau à quelque tentation, risquant de lui faire perdre la tête, comme il l'avait fait des années plus tôt avec ses saletés de tulipes. Ludolf ne supportait plus les fleurs depuis cet épisode douloureux qui lui avait fait miser sa modeste fortune sur 3 bulbes de tulipes, dont l'un censé être un Semper Augustus, et valoir le 10e de l'armement d'un navire en partance vers les Indes orientales. Funeste tromperie, les histoires de Deguermet divertissaient Isco. Ce soir de septembre, lorsque Ludolf lui raconta une fois encore ses mésaventures, Isco réussit à s'amuser des oignons de son rituel quotidien, disposés entre eux sur le banc en rondin, adossé au mur de la pension, face au fleuve. « Je sais, grommela Ludolf Deguermet sur un ton gêné. C'est ma façon à moi de me soigner. » Il croqua dans l'un des oignons et avala 2 longues gorgées de bière. Isco rentra dans le jeu du Hollandais. Il mordit un oignon et but une gorgée, sous l'œil reconnaissant du tenancier. Deguermet gérait la pension pour le compte d'un de ces marchands hollandais sollicités 20 ans plus tôt par les Suédois pour financer et créer la cité. Il avait renoncé à soigner son apparence. Sa calvitie prononcée n'empêchait pas des mèches grasses de pendre dans le cou. De lourds plis de chair flasque lui tombaient de sous les yeux, ce qui lui donnait des airs de chien battu. Ses joues s'affaissaient aussi, en vagues, sur sa mâchoire. Celle-ci était parfois prise de tremblements nerveux, ce qui faisait frémir les mollesses de son visage. La journée touchait à son terme, et les pensionnaires rentraient les uns après les autres. La plupart d'entre eux étaient des marins ou des soldats en attente d'embarquement, hollandais, allemands, écossais. Ludolf Deguermet ne tolérait que 2 familles avec enfants, uniquement parce qu'elles étaient parentes avec le propriétaire, lui aussi originaire de Delft. Un marchand et 2 officiers occupaient les meilleures chambres. Les plus modestes, ouvertes aux embruns côté Atlantique, hébergeaient des matelots et des gardiens de ville qui se contentaient de dortoirs insalubres à 8 paillasses. La cave voûtée de la pension accueillait une taverne courue dès la tombée du jour. L'un des gardiens de ville, sorti de la pension pour prendre son tour de garde de nuit à Nieuporten, l'entrée est de la ville, à l'autre extrémité du canal portuaire qui traversait Göteborg, d'ouest en est. Les 3 portes fermaient pour la nuit de 21h à 4h du matin pendant l'été, bien moins longtemps que pendant l'hiver, d'après le gardien, Marcus Sand, un jeune homme de 16 ans, à l'air facilement moqueur, une moustache naissante et de longs cheveux ondulés, aussi blonds qu'Isco était brun. Avec sa redingote bleue trop grande pour lui, relevée de tissus dorés et de boutons de cuivre, et ses chaussettes jaunes filées, le garde faisait à peine illusion.
Ludolphe Desgarmés avait confié à Isco qu'il ne l'aimait pas, et c'était visiblement réciproque, car chaque fois que Marcus Sand passait devant le gérant, comme maintenant, il cognait son mousqueton sur son épée, et ce simple bruit métallique suffisait à faire sursauter Desgarmés et ses chers flasques. La peste étouffe ce misérable. Il joue l'insolent et l'important dans son uniforme, mais ce n'est qu'un pouilleux, comme tous les autres gardes. Desgarmés n'avait pas le choix. Il s'agissait encore d'une exigence de son propriétaire qui se servait à l'occasion des gardiens pour de mystérieuses besognes peu en lien avec le maintien de l'ordre en ville. Desgarmés croqua le dernier oignon, avec 3 nouvelles rasades de bière, et reposa sa chope en rotant longuement. « Alors, comme ça, vous faites dans les cartes ?» Un de mes cousins s'y essaie. Il est employé chez un imprimeur d'Amsterdam, un Blaeu. Et vous avez fait des cartes d'où ? J'ai traîné quelques années en Laponie. Ah, et ça se trouve où, ce pays ? On y trouve quoi donc ? Isco était pressé d'en finir ce soir. On y cherche du minerai et on y entend des esprits malins. Et ça se situe au-dessus de nos têtes, très loin dans les terres sans Dieu, là où le froid rejoint la nuit, et où vivre veut dire survivre, et où survivre veut dire mourir plus vite. Bah, ça alors, il y a des chrétiens qui y habitent ? Quelques-uns s'accrochent. Desgarmés vida sa chope et resta le nez planté dedans un moment, comme s'il y cherchait une fenêtre sur ce monde terrible. « C'est pas une région pour les hommes, ça, dit-il en la reposant. Remarquez, il y a du bon là-bas, ça doit pas pousser les tulipes. C'est toujours ça de gagner pour ces pauvres bougres.